Mathieu, bonjour. Bonjour Ça, Yvan. ça fait un certain temps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger ensemble. Peux-tu nous dire où tu en es, ce que tu fais aujourd'hui? Alors, effectivement, depuis la dernière vidéo, je suis toujours chez Turner Townsend, donc je suis responsable de l'activité data center. Donc, c'est un cabinet qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le cabinet a bien grandi depuis, puisqu'on est 140 maintenant côté français. Je suis au board of advisor de plusieurs sociétés, donc certaines sociétés qui font du développement de data center, d'autres qui font plutôt qui sont plutôt conseils techniques. Et d'autres qui sont plutôt des fonds d'investissement. Donc, on va dire que j'ai continué de graviter dans cet écosystème data center, écosystème qui a pas mal bougé, on va le voir depuis la dernière fois qu'on s'est vu, avec pas mal d'annonces et pas mal de projets. Voilà, donc il s'est passé pas mal de choses, on va dire, depuis la dernière interview. En effet. Alors, parlons-en un petit peu. Comment a évolué le marché du data center? Bon, globalement, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger ensemble. Donc, comment a-t-il évolué? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Exactement. Donc effectivement, quand on s'était vu, il y avait déjà pas mal de projets. En fait, c'est marrant parce que en 2 ans, il y a eu une phase un peu de down et de up. Il y a eu pas mal de projets, en fait, il y a eu beaucoup d'annonces et beaucoup de projets qui se sont réalisés. Et on va dire, j'ai envie de dire, jusqu'à il y a encore peut-être 6 8 mois, les acteurs publics ne savaient pas ce que c'était un data center. Donc ça faisait peur, etc. Il y avait pas mal de recours, donc il y a eu pas mal de difficultés pour certains acteurs, notamment des acteurs étrangers. Je pense qu'on en avait parlé un peu à l'époque de s'implanter, où justement ils se sont dit, eh ben voilà, un data center, est-ce que c'est créateur d'emplois, est-ce que ça apporte de l'activité localement, etc. Là maintenant, on est sur une dynamique qui est légèrement différente, il y a toujours cette crainte. La dynamique est différente aussi parce que les recherches sont différentes. On a beaucoup d'acteurs qui cherchent des méga campus. Certains cherchaient à l'époque un méga campus en France, c'était 50 mégawatts par exemple. Aujourd'hui, on est plus sur des tailles de projets où les acteurs essaient de développer des 200-300 mégawatts. C'est assez cool, ça commence pas à être courant, mais voilà, ça commence à se développer. La force de ces projets-là, selon Claire, c'est qu'on développe des villes dans la ville. Donc en fait, c'est pas juste l'activité data center qui va arriver, on pose un data center, 300 mégawatts, 3 milliards d'euros de capex, et qui va héberger peut-être 20 milliards de puces. C'est toute l'activité qui va être à côté. Donc en fait, il y a déjà, depuis 2 ans, les acteurs publics et même les acteurs lambda qui commencent à savoir ce que c'est le data center. Donc il y avait, il y a 2 ans, un cercle très restreint de gens qui étaient à peu près dans l'activité. D'ailleurs, au moment des salons, on croisait toujours les mêmes personnes. Là, on voit des acteurs nouveaux, des acteurs du bureau, parce que l'économie est un peu redescendue au niveau du bureau, des acteurs de la logistique qui reconvertissent leurs assets. Nous, certains, on en a un client, et il y en a certains avec qui je travaille assez régulièrement. Des acteurs qui étaient dans du résidentiel et qui vont investir dans des sociétés qui vont porter cette activité data center. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, on va dire, il y a 2 ans, 1 an et demi. Ensuite, comme je disais, il y avait cette histoire du coup de pouvoir public qui avait peur et qui maintenant ont un peu moins peur, parce qu'il y a aussi un redéveloppement économique dans certaines zones qui est hyper important. Et la troisième partie, je dirais, c'est l'émergence de ces méga campus avec de l'edge, on y reviendra. Il y a vraiment les deux qui sont en train d'évoluer, où il y a des gros acteurs qui cherchent des gros campus, gros redéveloppement, des villes dans la ville. Et après, il y a des recherches un peu plus locales qui ont toujours existé et qui sont en train de se développer avec du coup de l'edge et des petits data centers. Donc on va dire, le secteur est devenu un peu plus mature. Il y a toujours un manque de main-d'œuvre, on y reviendra certainement au cours de l'interview, et un manque d'expertise dans certains domaines. Le secteur est devenu plus mature et à la fois, il y a commencé à y avoir beaucoup d'acteurs aussi qui commencent parfois à construire et déconstruire un peu tout et n'importe quoi. Donc ça peut être parfois aussi un peu compliqué de trouver la vérité dans certains acteurs, vu la manière dont ils se présentent. Donc maturité d'un côté, mais aussi nouveaux acteurs qui rentrent et qui parfois construisent et déconstruisent le secteur. Alors, justement, c'est intéressant d'avoir cette vision. On va en parler de 2 aspects. Un 1er aspect sur lequel j'aimerais revenir, on a l'impression quand même qu'il est en train de se construire une hiérarchie de data centers, mais que les uns et les autres vont interférer entre eux. En particulier, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les data centers en territoire, les data centers edge vont servir de relais sur les géants qui sont dans la colocation ou sur les hyperscalers. C'est pas encore réellement développé, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va arriver? Alors, c'est une tendance qu'on voit dans pas mal d'autres pays. La particularité de la France par rapport au data center, elle est double. Donc, on a une source d'énergie, donc je vais pas lancer le débat, énergie verte ou pas, en tout cas une énergie qui est stable et à un prix régulé par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne.
Et surtout, en fait, en France, on a quand même un réseau fibré qui est très bon par rapport à d'autres pays. Donc, en fait, ce qu'on voit dans les autres pays, c'est vraiment ça. Ça va être un relais local des petits data centers et les gros. Donc, il va y avoir une complémentarité. Cette complémentarité en France, elle existe, elle va exister, mais pour moi, elle n'est pas encore mature. Aujourd'hui, il y a un vrai développement sur des gros, je pense, un gros acteur de la colocation qui, du coup, essaie de laisser tomber, laisse un peu tomber actuellement ces actifs de colocation qui sont relativement gros pour vraiment bouger sur des gros bébés, donc monopreneurs. Assez souvent, ces acteurs-là montent ce qu'on appelle des DCCO. Donc, en fait, ils vont du coup construire les actifs, louer les actifs, et ensuite, derrière, ils vont se libérer des actifs pour en garder une petite partie et vendre le reste avec, par exemple, un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement aura du coup l'asset et un bail à 12 ans, par exemple, avec un acteur assez connu. Donc, ces acteurs-là font c'est ça. Est-ce qu'en France, on va voir ça sur Edge et Hyperscale? Je pense que oui. Est-ce que c'est mature pour l'instant? Pas vraiment. Est-ce que ça l'est dans d'autres pays? Je pense à l'Espagne, oui. Où vraiment, il y a des grosses annonces, en fait, dans des zones assez reculées. Je pense à Saragosse, etc. Il y a des gros data centers portés par des acteurs comme Microsoft qui se développent vraiment de manière assez intensive. Avec ce relais-là, avec des data centers plus petits, souvent des data centers télécoms, qui ont été rétrofités en data centers colocation. Donc, est-ce que ça va arriver en France? Oui. Est-ce que c'est une tendance qui va forcément se développer très vite? Peut-être moins vite que dans d'autres pays européens. Mhm. Alors, c'est amusant aussi d'évoquer Microsoft parce que Microsoft a très clairement dit dans le cadre de Choose France qu'il allait s'implanter à Mulhouse. Et puis après, on a vu tout un tas de régions qui ont dit oh, on aura un data center Microsoft qui va s'installer. Et puis finalement, tout le monde se retire après. On a l'impression qu'il y a une sorte de jeu d'échecs où chacun avance ses pions et puis il les retire après. C'est un peu décousu tout ça. C'est un peu décousu. On le voit très très régulièrement. La difficulté il y a 2 ans, et on en parlait déjà il y a 2 ans, c'était que ces GAFAM, et dedans on va rajouter TikTok également, qui fait partie de ces preneurs-là, donc on va dire les GAFAMT, ont vraiment du mal à s'implanter dans le territoire. Ce qui est bien, c'est que depuis 2 ans, il y a des effets d'annonce. Déjà à l'époque, dès qu'on disait AWS s'implante quelque part, c'est la fin du monde, il va y avoir des groupes électrogènes qui vont ronronner à 200 km à la ronde. Là, aujourd'hui, il y a toujours ce sentiment-là, mais comme en fait c'est lié à de l'IA, c'est vu positivement. Donc ça, c'est super intéressant. Si on regarde les annonces côté Microsoft, il y a du cloud, mais on le valorise comme de l'IA. Assez bizarrement, pour un acteur local, une société qui va faire de l'IA va être bien plus valorisée qu'une société qui va faire du cloud. Alors qu'in fine, les usages sont très différents, mais voilà. Donc, assez souvent, maintenant, les effets d'annonce jouent là-dessus en disant on va être la place forte de l'intelligence artificielle. Ça fait un peu écho également à ce que font les Américains avec leur énorme projet. Donc, il y a des effets d'annonce. Il y a des projets qui sont annoncés volontairement en avance aussi. Il y a des projets qui ne sortiront pas aussi volontairement. Pour une raison simple, c'est pour doper le marché. Et nous, on le voit assez souvent. Moi, je le vois sur les boards of advisors, je le vois notamment dans ce qu'on fait côté Turner & Townsend, où la première chose qu'on regarde, c'est la solvabilité de l'acteur et voir si derrière, il a un preneur. Puisqu'on a beaucoup d'acteurs qui sont des développeurs, énormément de développeurs, maintenant sur le marché, qui se disent tiens, Microsoft arrive à Mulhouse. Monsieur Gallego, j'ai un foncier, il fait 10 hectares, j'ai possiblement de l'électricité, j'ai pas regardé au niveau ICPE, j'ai pas fait de sondage, je sais pas si c'est pollué, je sais pas s'il y a de la fibre à côté, mais bon, il y a Microsoft qui arrive. Donc, on a énormément de demandes. Moi, j'ai énormément de demandes comme ça, notamment sur LinkedIn, voilà, sur les différents réseaux, dans ce cadre-là. Donc, il y a un effet d'annonce qui, de manière assez intéressante, on dit qu'il y a une promo à un endroit, tout le monde y va. Est-ce que vraiment le projet va avoir lieu? Pas forcément. Mais moi, je le vois plutôt positivement, assez bizarrement, même si le projet n'a pas lieu, parce que ça permet, d'un point de vue politique, d'ancrer le fait que le data center est un actif qui est hyper important. Donc, ça va éviter des recours des tiers, quand par exemple les gens vont avoir un data center pas trop loin de chez eux. Ça va, voilà. J'ai encore souvenir d'une balade du côté de Vélizy, chez un acteur qui n'était pas trop loin, où il y a un riverain qui m'avait dit il y a quelques mois qu'il avait une centrale nucléaire qui était à côté de chez lui. Donc, c'est un data center, ça traite de la data, ça s'arrête là. Donc, ça stocke du fuel, certes, mais on peut faire des miracles aujourd'hui en stockant moins de fuel aussi. Donc, voilà, ça part en ordre dispersé, il y a des grosses annonces qui sont faites. On en a parlé un peu en amont de l'interview, j'estime à peu près à 20-30% entre ce qui est annoncé et ce qui est fait. Donc, il y en a beaucoup moins malheureusement qui est fait. Dans l'autre sens, il y en a beaucoup qui ne sont pas annoncés, qui sont faits. Et moi, c'est plutôt ceux-là qu'on essaie de suivre, que moi j'essaie de suivre avec des acteurs étrangers, des acteurs émiratis, des acteurs US, tous ces acteurs-là qui assez souvent agissent, on va dire, de manière un peu plus discrète, qui eux ont le CAPEX, vont développer leur infra,
une infra ou vont développer un acteur en GPU on demand. C'est plutôt ces acteurs-là qu'on va suivre. Les annonces à la Microsoft, etc., il y a des projets qui sortent réellement. Voilà. On est impliqué sur des projets de ce type-là, AWS, etc. Après, force de constater que des gros acteurs à la Google, par exemple, depuis il y a 2 ans, depuis l'interview, avaient des difficultés à s'implanter en France. Voilà, je n'ai pas connaissance d'un méga campus de 300 MW de Google en France pour l'instant qui a été construit. Donc, voilà, il y a toujours cette difficulté-là, mais moi, l'effet d'annonce, bon, c'est compliqué pour les acteurs qui rentrent, mais je le vois assez positivement. Ça permet de libérer les politiques locales. Alors, parlons des effets d'annonce et profitons-en pour faire le point sur l'IA. On a eu le sommet IA qui a eu Oui, lieu, 109 milliards annoncés par le président de la République. Hein. De ta vision, nous, on a quand même un problème, c'est qu'il y a certains projets, on a des doutes. On se demande est-ce que ça va arriver, est-ce que c'est réel? Et puis il y a des jeux de surenchère également, qui sont quand même assez surprenants. En plus, sur des lieux où on sait pertinemment que ça passera pas. Donc oui. voilà, très, très clairement, hein, mettons les choses à plat. Hein. Moi, je me permets, voilà, il y a des choses où on a des doutes. Quelle est ta perception, Mathieu, sur toutes ces annonces? Parce qu'il y en a une partie, c'est du réel, il y en a une partie, c'était déjà fait, et puis il y a encore une partie, on a du mal à comprendre. Exactement. On ne citera pas le nom des acteurs. Non, Voilà. c'est pas le but. On se permettra pas ça. Oui, effectivement, en fait. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. En fait, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est qu'à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Parce que c'était du cloud. En fait, là, et c'est ce que je disais au départ, notamment de l'interview, l'IA fait rêver. Parce qu'il y a cette notion d'open IA, etc. Puis aussi, il y a un produit, assez bizarrement, avec des chats GPT, Mistral, etc., où l'utilisateur final, donc vous comme moi, comme n'importe qui, il voit une valeur directe. Alors qu'en réalité, le cloud, on l'utilise constamment. Cette communication-là est peut-être stockée sur une cloud lambda, AWS, Microsoft, etc. Mais c'est moins direct. Donc ça fait que, en fait, pour une personne lambda, un fonds d'investissement qui n'y connaît rien, par exemple, qui n'a jamais investi dans du data center, quand on lui dit ça va faire de l'IA, tu vas produire de la data, tu vas traiter de la data, tu vas contribuer, je ne sais pas moi, à créer des robots autonomes et des véhicules autonomes, de suite, c'est hyper, il y a une grosse attractivité. Et ça, on l'a vu, moi je l'ai vu sur les, on va dire, 6-12 derniers mois, notamment à l'étranger, notamment en France, où les acteurs investissaient en fait de l'argent là-dedans, parce que l'IA est porteur. L'IA a conduit à un sommet qu'on connaît, le sommet de l'IA, où, comme tu l'as dit, il y a des annonces où justement, c'est le serpent qui se mord la queue, où justement, il faut être le plus gros, parce que celui qui est le plus gros va lever dans la tête des gens le plus de fonds. Parce que l'IA fait rêver, parce qu'on a le modèle OpenIA, où justement, c'est levé de fonds sur levé de fonds sur levé de fonds sur levé de fonds. Donc, il faut partir là-dedans. Est-ce qu'il y a un mélange de vrai et de faux? Oui, il y a un mélange de vrai et de faux selon moi. Un peu comme toi, je suis convaincu qu'il y a des projets qui ne verront jamais le jour, parce que les zones, on les connaît. On connaît aussi les pouvoirs politiques. On connaît également la puissance qui est restante ici. Alors, bien sûr, il peut y avoir des interventions étatiques pour débloquer des projets, etc., mais ça reste assez rare. Quand il n'y a pas d'élec, il n'y a pas d'élec. Hein. On ne va pas construire en 10 minutes une ligne de 200 mégawatts pour alimenter un data center. Donc oui, il y a des gros effets d'annonce. Ça permet à ce secteur-là, c'est souvent de lever. Le gros danger là-dedans, et je pense qu'on le partage, c'est la décrédibilité du secteur. En clair, on connaît toi comme moi, on connaît les projets de data center, on connaît à peu près la vitesse à laquelle le CAPEX peut être dépensé. Il y a des annonces qui sont totalement délirantes, sur des montants de CAPEX totalement délirants, sur des levées de fonds qui sont aussi totalement délirantes. Donc ces sujets-là, on les maîtrise. Moi, ma seule crainte, c'est un peu comme toi, c'est qu'il y ait une vraie perte de crédibilité. La différence entre, je pense, les annonces que nous, on a fait et les annonces que d'autres acteurs font, peut-être même aux États-Unis. Alors, il y a des gros projets, je crois que c'est le projet à 500 milliards d'euros de Trump, donc qui est effectivement assez mégalo. Est-ce qu'il aura lieu ou pas, je ne sais pas. Force de constater que, par exemple, quand Elon Musk dit qu'il veut racheter OpenIA et qu'il a trouvé un consortium d'investisseurs pour, je crois, 100 milliards d'euros, il les avait, les investisseurs. Donc, c'est OpenIA qui a refusé, mais il les avait, les investisseurs. Est-ce que nous, réellement, il y a 109 milliards d'euros de CAPEX qui va être dépensé? J'en doute. Par contre, dans l'autre sens, ce que je disais, il y a d'autres acteurs qui, par définition, courent de manière bien plus discrète, parce que c'est dans leur intérêt, parce que justement, de ne pas faire de bruit dans ce secteur-là, c'est aussi une valeur ajoutée pour les pouvoirs publics, etc. Et j'en ai quelques-uns en tête, c'est côté développeurs, c'est côté logistique, c'est des fonds d'investissement qui, par définition, vont agir de manière, on va dire, vont faire moins de bruit, mais vont contribuer à une croissance.
ces acteurs-là, par définition, vont largement rentrer dans les 109 milliards. Je dis juste, attention à tout ce qui fait du bruit, c'est pas forcément là où il faut aller. Il y a un autre problème qui se pose d'ailleurs sur ces annonces, on l'a vu là, mais tu ne l'as pas évoqué encore, c'est le rythme de production. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui sont en train de nous annoncer qu'ils seront opérationnels mi-2025, fin 2025. Or, on sait combien de temps il faut. Et tu as évoqué le sujet tout à l'heure. Dans le même temps, il semblerait qu'il y a quand même un déficit en termes de compétences, de main-d'œuvre, de sociétés capables de produire. Tout à fait. Donc, Tout à est-ce fait. que ce n'est pas aussi un vrai problème, ça? Alors, c'est un vrai problème sur le supply chain, nous on le voit assez souvent. Il y a pas mal d'acteurs du coup qui font qui travaillent énormément cette partie pré-construction, du modulaire, etc. Où justement, dès qu'on a un projet, hyper rapidement, on essaie du coup de fabriquer, de travailler sur toute la partie modulaire, de telle sorte à ce que vous ayez des blocs, par exemple, de 2 MW, 3 MW qui arrivent sur site avec les UPS et tout ce qu'il faut qui soit déjà précablé. Le modèle, il a une limite. Et la limite, elle est saine, c'est la limite de l'argent, en fait, dans ce secteur-là. Le fait de lancer en pré-construction et d'avancer la construction en modulaire, assez souvent, est lié, du coup, à un financement en equity et en banque. Ce financement en banque, assez souvent, il est accordé quand il y a une LOI. Donc, ça veut dire qu'il y a un preneur final. Aujourd'hui, la course, en fait, elle est aussi sur cet effet d'annonce-là, puisque vous avez des actifs qui ne sont pas encore construits, et toute la difficulté, c'est de dire, ben, moi, je peux vous délivrer l'actif en 18 mois. Non, moi, je peux faire mieux, je peux vous délivrer le même en 12 mois. Finalement, je peux vous délivrer en 8 mois. Donc, il y a une course un peu à l'échalote autour de ça. Mais matériellement, soyons clairs, et on le voit, moi, avec certains acteurs qui font du GPU on demand, eux, ce n'est pas leur métier, en fait. Hein. Ils sont là pour déployer de la puce, donc ils veulent avoir l'infra qui est dispo à telle date, c'est pas leur problème. Après, derrière, si on va chez des fournisseurs ABCD, etc., matériellement, il y a des équipements qui prennent énormément de temps dans tous les cas à être supplyés. Je pense au groupe électrogène, je pense aux UPS, je pense à tous ces équipements-là auxquels on n'y échappera pas en fait. Voilà, on peut faire passer, on peut mettre des piles à combustible, des choses comme ça, mais souvent on n'y échappe pas. Donc il y a une vraie problématique dans ce secteur-là où c'est toujours la supply. Nous, ce qu'on voit, et moi ce que je vois, c'est que la supply elle est de plus en plus longue, elle est de plus en plus chère, notamment en province. Les coûts, récemment, il y a des coûts d'appel d'offres, moi, qui sont revenus à 13 millions d'euros du mégawatt IT, alors qu'avant on était plutôt autour de 10 millions d'euros de mégawatt IT, on est en province. Il y a des acteurs qui veulent faire de l'OFCI, d'autres qui veulent faire du CFCI, donc ils mettent tout côté contractant. Je pense qu'on arrivera très largement à 14 ou 15 millions d'euros du mégawatt IT. Les contractants vont se régaler en fait d'acheter tous les équipements pour cet acteur-là. De plus en plus cher, de plus en plus long, beaucoup d'effets d'annonce, tu l'as dit, auxquels moi personnellement, je suis très curieux de voir l'infrastructure être prête en 2025. Il y en a d'autres qui annoncent des choses en 2030, des montants de CAPEX délirants. Il y a aussi une chose qu'on oublie, qui est extrêmement simple, c'est la partie GPU. Pour travailler avec certains acteurs, il faut savoir qu'NVIDIA a une liste de suppliers au niveau Europe. Donc, on va dire, il y a un quota de puces. Par exemple, si on prend l'exemple d'NVIDIA, pour certains acteurs au niveau européen, certains acteurs moi, avec lesquels j'ai la chance de travailler, notamment en board, en fait, il n'y a pas de magie en fait. Hein. Les puces NVIDIA, c'est 1 an et demi, 2 ans parfois, et vous avez beau avoir votre infrastructure qui est prête, votre PC qui est purgé, votre ICPE, fait tout ce que vous voulez qui est prêt. Si vous n'avez pas les puces, vous ne pouvez rien produire. Donc, il y a ça aussi qu'on oublie. Pour moi, j'aurais cru que c'était un oligopole à un moment, mais c'est un monopole, certains acteurs, Nvidia en fait partie. Si vous faites de l'IA, vous êtes dépendant d'acteurs de ce type-là. C'est la pointe de la pointe en termes de R&D, et vous êtes obligé de passer très souvent par là. Il y a des compétiteurs, peut-être que tu vas me poser la question, notamment chinois, qui font des miracles avec quelques millions d'euros. Là aussi, il y a des choses qui restent à démontrer. Donc voilà, pour être assez proche indirectement du dossier, voilà, les résultats sont plutôt convaincants. Après, c'est toujours facile de passer, on va dire, de créer une application. On va dire que vous travaillez et vous faites du covoiturage, par exemple, vous laissez Uber dépenser des milliards d'euros pour créer une application, et ensuite derrière, vous avez de la data qui est produite que vous pouvez réutiliser d'une certaine manière et qui du coup fait gagner du temps et de l'argent. Donc Tout à voilà. fait. Mais c'est vrai qu'on est en attente et en observation, et c'est l'effet DeepSeek, hein, qui l'a démontré. C'est la Exactement. capacité de faire mieux avec moins. Exactement. Les acteurs existent, mais encore faut-il voir les solutions réellement mises en place. Et c'est Exactement. vrai que c'est une position d'attente. Euh, Ce que les gens oublient par rapport à ça, et ça c'est super intéressant, parce que moi on l'a vécu de l'intérieur en fait, hein, DeepSeek, il y a 3 gros acteurs avec lesquels on travaille qui du jour au lendemain nous ont dit oula, on ralentit tout.
Donc en fait, c'est marrant, le secteur, enfin, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dedans, toi aussi certainement, voire même encore plus que moi, un secteur qui est soi-disant mature. Il y a une rupture technologique qui commence à arriver, des annonces, voilà. À l'époque où ça avait été annoncé, ils n'avaient pas vérifié de quelle manière et si vraiment le modèle était performant ou pas. Il y a des gros acteurs qui ont dit on ralentit tous les développements. Donc c'est super intéressant de voir que, bon, un secteur qui se disant mature, il est d'une certaine manière, je pense notamment à certains développeurs qui se disent qu'ils vont faire de la logistique comme du data center en fait. Bon, c'est un asset qui est plus technique et puis surtout, technologiquement, on n'héberge pas la même chose. On n'héberge pas des palettes, hein, voilà, pour résumer. Oui, oui, tout à fait. Et puis il y a une chose aussi, dont il faut avoir conscience et je crois que, OpenAI, va évoluer dans ce sens, c'est que bientôt on ne sera plus sur les LLM, on va être sur les Oui, inférences et là, oui, les inférences demandent des infrastructures différentes et des modèles différents donc ça exactement. tout cela va évoluer. Ce qui m'amène d'ailleurs si tu me le permets, une dernière question. On pourra continuer d'évoluer, hein, et de discuter sur les sujets, mais une dernière question tout de suite. Hem, comment enfin, quelle va être la part qui va être prise par l'opérationnel bientôt? C'est-à-dire que là, on est sur une phase où tout le monde parle de construction, d'infrastructure et cetera, mais qui va faire la maintenance? Et en plus, il va falloir qu'on parle aussi de la maintenance des data centers existants. Il y a aussi un potentiel là-dessus. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt aussi à aller regarder un petit peu autour de soi et à se dire: «Bah, il y a les banques jouent le jeu d'ailleurs, hein. Certaines banques sont en train de mettre leurs actifs en colocation. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt aussi à aller rechercher un peu autour de nous? Oui, il y a intérêt à rechercher autour d'eux. La tendance côté français depuis un an et demi, soyons clairs, c'est des acteurs telco que je ne citerai pas, certains acteurs sont dans la presse, qui se sont clairement libérés de leurs assets et qui ont fait un sell and leaseback. Il y a pas mal d'opérations qui sont en cours dedans, et il y a des acteurs qui l'ont fait. Donc vraiment des acteurs telco qui sont devenus du jour au lendemain locataires de leurs assets. Donc les banques, on va dire, mettent à leur disposition des actifs de ce type-là sur la pure partie maintenance. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Effectivement, on est sur un secteur qui est en pleine construction assez souvent. C'est assez intéressant de voir aussi qu'il y a d'autres acteurs, et ça c'est assez, j'ai quelques demandes là-dessus, c'est assez marrant, où c'est des acteurs très régionaux, très petits, donc très français, ou c'est des fonds internationaux, c'est marrant, qui vont chercher des actifs en région, qui ne sont pas forcément jolis, qui sont loués encore, parce qu'en fait, ils ont une valeur liée à la fibre. Vous avez un data center en plein centre d'une ville, je ne sais pas moi, à Nice par exemple, on prend un exemple. À Nice, un data center où il y a 10 opérateurs qui arrivent, et nécessairement, il va être loué parce que vous avez tous les opérateurs nationaux qui veulent s'y relier. C'est pas sexy, ça ne fait pas envie. Par contre, ça sort du TRI. L'actif, il vaut quelque chose, il est extrêmement bien placé, il a une histoire, et en fait, il y a une acceptabilité qui est déjà présente. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui commencent à aller là-dedans. C'est super intéressant de voir que justement les acteurs qui vont là-dedans, c'est plutôt des fonds étrangers, parce qu'en fait, ces fonds étrangers-là, ils sont capables de prendre le pari. Ils ont assez souvent, ils diluent en fait le risque dans un portefeuille d'actifs, donc ils prennent le pari. Ça fait le lien ce que tu disais, avec ce que tu disais un peu la maintenance. Donc, il y a la maintenance, moi, ça pose vraiment la question de la maintenance des sites qui vont être en construction. Donc, tous ces sites-là, il va falloir les opérer, soyons clairs. Donc, toute la partie opération, maintenance, etc., il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet qui est lié à ça, qui s'éloigne un peu, c'est la partie rétrofit de l'existant, où là, il y a énormément de projets de rétrofit qui continuent de sortir. Il y en aura de plus en plus, notamment avec tout ce qui est zéro artificialisation des sols, etc. On ne construit pas des produits neufs comme avant. C'est beaucoup plus compliqué, sauf en s'éloignant vraiment des villes, etc. C'est pour ça qu'il y a des gros acteurs qui s'éloignent énormément des villes. Donc, là, il y a aussi toute cette dynamique-là, avec des opérateurs qui sortent de leurs actifs, où il va falloir les rétrofiter, des opérateurs qui ont connaissance et qui connaissent très bien leurs actifs, qui sont capables de faire la maintenance, et ils vont évoluer vers un modèle de colocation. Donc, en fait, ils ne sont plus tout seuls, il va falloir qu'ils gèrent aussi la maintenance de leurs actifs en colocation. Et après, il y a toute la notion de maintenance générale. Je lisais une étude récemment d'un acteur qui est un supérieur d'équipement que je tairai pour ne pas faire de promotion, qui estime justement qu'il y a un manque dès maintenant de personnel qualifié pour cette maintenance sur les actifs français. Il y a de plus en plus, en fait, et c'est assez intéressant, notamment dans le nord de la France, ils sont obligés de faire appel à de la main-d'œuvre qui n'est pas française, en fait, pour faire la maintenance. Il y a une société que vous connaissez certainement, que je ne citerai pas non plus, Pommier Numérique, mais là je vais la citer quand même, qui justement forme toutes ces personnes-là. On manque énormément d'acteurs de ce type-là pour tout ce qui est maintenance, etc. Et le dernier sujet, c'est la partie IA, où c'est extrêmement particulier. On fait du DLC assez souvent, densité extrême, maintenance particulière, il y a de la prod,
c'est une maintenance très particulière. C'est la puce, on va dire, l'environnement informatique, la puce, le GPU, le serveur est noyé dans l'infrastructure technique. Ce qui avant était bien plus facilité, puisqu'il y avait souvent des galeries techniques, le mainteneur fait sa maintenance au niveau technique et il repart. Maintenant, on est sur des actifs où vraiment, notamment en IA, c'est très compliqué de décorréler l'infrastructure au produit. Donc certains fonds se disent, je vais investir juste dans l'infrastructure, demain j'ai un autre locataire IA qui arrive, c'est parfait. Non, parce qu'en fait, vous allez d'un design à l'autre, les designs sont très différents. Certains vont vous dire, il faut qu'on soit inclus sur les groupes, d'autres vont dire, on ne backup que 15% de la charge, d'autres vont dire, donc l'infrastructure IA, notamment en IA, est très mariée en fait avec la partie GPU, la partie informatique, ce qui va créer de grosses problématiques au niveau de la maintenance là-dessus, puisqu'il faut faire des gens qui, du coup, vont faire de la maintenance directement au plus proche des serveurs. Et soyons clairs, bon, dès qu'on touche à la data, c'est là où il y a toutes les SLA qui commencent à tomber. On se souviendra de certains incendies qui ont eu lieu il y a quelques années dans des actifs de colocation qui, malheureusement, ont coûté très très cher à ces acteurs de la colocation. C'est le parfait exemple. Surtout quand on manipule du DLC avec du refroidissement liquide. Voilà, ça peut vite prendre sur. Tout à fait. On ne voit pas du tout de qui tu veux parler. Cela dit, Mathieu, merci. Est-ce qu'il y a, peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a quand même des domaines qui te font rêver et comment tu vois l'avenir? Bon, ben, certaines te le diront, je suis un doux rêveur, un peu trop parfois même. Certains même au niveau personnel te diront que je suis un peu trop un doux rêveur. Ce qui va faire, enfin, ça fait rêver et ça fait peur en fait, soyons clairs. Euh, L'Europe, par définition, ça c'est ma vision malheureusement ou heureusement, on subit les tendances de ce qui se passe aux États-Unis et en Asie. Bon, c'est comme ça. On veut être pourvoyeur de tendances, on l'est. On est pourvoyeur d'annonces pour l'instant, c'est déjà très bien, très fier de ça. Les tendances, malheureusement, elles sont très simples. C'est tout ce qui est robotisation. Donc ça, voilà, il y a pas mal de choses qui se font là-dessus. Clairement, ça va être l'avenir. Tout le monde parlait de l'IoT, donc Internet des objets connectés. Ça va aller beaucoup plus loin. Ça va aller sur la partie IA. On parle énormément de tout ce qui se passe, notamment en blockchain, avec le fait qu'il y ait des robots, enfin des assistants IA, etc. Donc ça, on le voit apparaître réellement, qui sont bien plus poussés. Il faut être très clair. Il y a des métiers, ma conviction, malheureusement, il y a des métiers où justement, ben, ils vont être au bout d'un moment remplacés, ou en tout cas suppléés directement par l'IA, notamment tous ces métiers où il y a beaucoup de hard skills, en fait, où c'est vraiment de la grosse production technique. Donc il va y avoir une grosse valorisation des soft skills, on le voit aussi, en fait. Hein, les métiers de chef de projet, c'est souvent c'est produire du papier, donc du reporting, de produire du suivi, d'alimenter une équipe. Par contre, la grosse qualité qui est recherchée, soyons clairs, c'est que les gens le suivent. Donc, qu'ils réussissent à récupérer les bonnes compétences au bon endroit, etc. Donc, il y a une vraie tendance, et l'IA, par là-dedans, justement, il va y avoir des assistants virtuels, la place de l'IA va être de plus en plus importante, et nous, on le voit sur le métier très clairement. Robotisation, et après, la dernière partie, c'est tout ce qui est recherche de pointe. Moi, je pense énormément à tout ce qui est supercalculateur, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est calcul intensif, tout ce qui est, voilà, qui va nous permettre de faire des choses, je pense, incroyables. Les Américains l'ont prouvé, ou pas, en tout cas, ils l'ont annoncé. Prouvé, ça, c'est encore autre chose. Et voilà, je pense à SpaceX, où personne n'y croyait. Vous avez quand même une fusée qui décolle toute seule. Il y a des sociétés publiques comme la NASA qui ont développé, qui travaillent depuis des centaines d'années sur des produits de ce type-là. Aujourd'hui, la partie data center permet de faire décoller une fusée pour aller sur la Lune et de la refaire atterrir sans qu'elle explose. C'est quand même une prouesse de dingue, en fait. Voilà. On aime le personnage ou on l'aime pas. Je ne suis pas là pour juger si le personnage est bien ou pas, mais technologiquement, aujourd'hui, avoir creusé un peu le dossier à titre uniquement personnel, mais pour enseigner, s'il n'y avait pas toute cette infrastructure numérique, on n'arriverait pas avec les modèles de calcul qu'on a, qui est une feuille de papier et un stylo, à faire des voyages dans l'espace. C'est exceptionnel, voilà, ce qu'on fait par rapport à ça. Donc, les usages finaux aujourd'hui, je suis convaincu qu'on n'est qu'à 5% de ce qu'on peut faire. Soyons très clairs, dès qu'on va commencer à dépasser les 10%, ça va commencer à faire très peur. Et dès qu'on va dépasser les 20%, ça fera encore plus peur. Voilà. Mais malheureusement, c'est la direction dans laquelle on va. Est-ce qu'on peut la ralentir? Non. Et moi, ça a toujours été ma conviction quand j'ai débuté ma vie personnelle, ma vie professionnelle, pardon. Au départ, je voulais travailler dans le pétrole, non pas pour être dans une industrie qui avait du capex, mais pour être dans une industrie où justement je comprends ce qui se passe
et plutôt que d'essayer de freiner le modèle, essayer de contribuer à ma manière à ce modèle-là, et essayer justement d'y travailler dedans et de changer certaines choses si je peux les changer. Donc voilà, ça a toujours été mon modèle, et c'est ce que j'essaie de faire côté data center, notamment avec les boards of advisor, avec ce que je fais dans mon cabinet de conseil, etc. Merci Mathieu. Merci, merci Yves.